Bonjour à tous, bienvenue. Ravi de vous accueillir dans cette conférence. Je vois que le chiffre des participants augmente. Donc on va prendre 1 ou 2 minutes pour que la salle se remplisse. Encore une fois, merci à tous d'être là aujourd'hui pour un thème qui nous tient à cœur, Aude et moi, qui allons intervenir, le thème de la dynamique collective et comment faire pour que une équipe, une entreprise puisse bénéficier d'un engagement très élevé et de souplesse et de focalisation sur ses actions. Voilà, je suis les différents paramètres en même temps que je vous parle pour voir un petit peu où on en est. Je vais vous donner peut-être 2-3 guidelines avant qu'on se présente Aude et moi. Juste vous dire que vous pouvez utiliser, du coup, on a 2 outils aujourd'hui pour communiquer ensemble. C'est l'outil questions et réponses, Q&R, hein, que vous avez là sur votre Zoom. Donc, je vous invite à utiliser cet outil pour les questions. Si vous avez des questions et que vous souhaitez que pendant la conférence, on y réponde, on intervienne. Et puis, il y a un deuxième outil qui est l'outil que vous connaissez peut-être si vous avez l'habitude d'utiliser Zoom, qui est l'outil Converser. Et celui-là, je vous invite plutôt à l'utiliser pour faire des commentaires, à partager. Et si vous voulez le faire avec ces commentaires, vous voulez qu'ils apparaissent pour l'ensemble des participants, il faut que vous alliez modifier le paramètre dans A 2 points. En bas de votre fenêtre conversée, il y a un check à faire sur tous les conférenciers et les participants. Sinon, si vous laissez tous les conférenciers, Aude et moi seront les seuls à recevoir vos commentaires. Voilà, 10h03, bah écoutez, je pense qu'on peut démarrer. On va peut-être commencer par se présenter brièvement, puis ensuite on va dérouler une présentation rapide. On va essayer de ne pas passer trop de temps sur les concepts, même si vous verrez, pour nous, c'est important de poser une carte sur la table, une carte qui va nous être utile pour mieux comprendre ce qui joue dans la dynamique collective. Vous verrez que c'est le fruit d'un travail de nombreuses années à essayer de comprendre comment on peut modéliser ça pour mieux agir. Et puis on va ensuite passer du temps plus sur des exemples du concret. Aude, est-ce que tu veux que je te laisse la parole pour que tu te présentes rapidement? Oui, volontiers, bonjour. Moi, aujourd'hui, j'aide des entreprises à se comprendre et y voir clair dans la transformation. J'ai une expérience d'avocat. J'ai également une expérience de DRH dans un grand groupe. Et aujourd'hui, ça fait à peu près 1 an que j'accompagne des startups dans des moments clés de transformation et où justement les questions d'engagement sont des éléments très importants. Très bien, moi je suis Thierry Gautron, je suis un ancien financier qui a vécu des expériences dans des conseils d'administration, à observer le monde de l'entreprise un peu d'en haut. Et depuis une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, je me suis passionné pour le management, les entreprises libérées notamment, un certain nombre de modèles de management innovants. Pour ceux qui assistaient juste avant nous à la conférence de Luc Breton, j'ai vécu un peu le même parcours que lui, d'intérêt pour ces sujets-là, et je me suis dit qu'on pouvait manager autrement, faire des choses différemment, avec des résultats qui me paraissent tout à fait intéressants. Et voilà, donc j'ai emmené ma carrière professionnelle à travers la création d'Altman Partners, qui est une société de conseil qui accompagne la transformation des PME, des startups de l'ESS également. On est assez présent dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Voilà, on aide ces entreprises à beaucoup mieux fonctionner, plus performantes, mais plus humaines aussi, puisqu'on pense que l'humain, c'est à la source de ce qui fait la vraie performance à long terme des entreprises. Voilà, et au début, on travaille un peu ensemble, et de plus en plus, j'espère. Voilà, un petit message caché pour eux. On va commencer du coup notre présentation. Il est 10h05. Je vais dérouler, on va voir comment. Il faut que je prenne possession de l'outil et comment je vais dérouler les slides. Hop. Voilà, bah, écoutez, ça, on attaque. Alors, pour commencer, Aude, t'interviens quand tu veux, bien sûr. Pourquoi s'intéresser à ce qu'on appelle la dynamique collective et qu'est-ce que c'est que la dynamique collective? En fait, notre constat, c'est que dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, on manque d'engagement, on constate qu'il y a beaucoup de résistance au changement, des gens qui se sentent finalement, qui se désintéressent, on va dire, de l'entreprise. Beaucoup de dispersion aussi, ça c'est des facteurs qu'on trouve beaucoup dans les entreprises qu'on rencontre, que ce soit d'ailleurs grands groupes ou PME, hein, des dirigeants qui se plaignent un petit peu, si vous voulez, de tirer leurs 15 tonnes
comme disent des amis qui me sont proches, tirer leur casting, c'est-à-dire le sentiment que le dirigeant ou le comité de direction, il est un peu seul, quoi. Et derrière, il n'y a personne pour donner vraiment un coup de main et les gens se comportent de manière relativement détachée par rapport à l'entreprise. Et en même temps, pourtant, dans les entreprises dont Luc parlait dans les sessions d'avant, qu'il est allé rencontrer, j'en ai rencontré un certain nombre également, on trouve des entreprises qui vont être capables d'avoir quelque chose de très différent en termes d'engagement, d'une part, en termes d'ouverture des équipes, mais également, et ce n'est pas antinomique du tout, en termes de focalisation. Il y a une croyance selon laquelle l'entreprise libérée, c'est dangereux parce qu'il n'y a plus de cadre. Ce n'est pas vrai du tout, hein. Au contraire, ce sont les entreprises qui sont, pour celles qui arrivent à bien faire ce mouvement-là, qui sont relativement et très fortement cadrées, mais par d'autres moyens que ceux qu'on connaît habituellement dans l'entreprise hiérarchique. Alors, je ne sais pas perdre trop de temps. Donc, l'idée de pourquoi il faut s'intéresser à ça? Parce que aujourd'hui, face à cette échelle, si vous voulez, entre une polarité très, très désengagée et une polarité au contraire très engagée, on ne sait pas trop comment agir par rapport à ça. Nous, on pense qu'il existe un chemin. Donc, ce qu'on cherche à faire tous, en principe, j'imagine que parmi les participants à cette conférence, on a un certain nombre de dirigeants d'entreprise ou de DRH d'entreprise qui s'intéressent à cette question. Comment on fait pour emmener le climat d'entreprise, pour créer une culture, un climat qui va justement aller beaucoup plus vers l'engagement, l'ouverture et la focalisation sur les actions. Et souvent, face à ça, les gens sont un peu désemparés. Et nous, le constat qu'on fait, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'outils et de concepts. Donc, les gens imaginent qu'en mettant un baby-foot, une table de ping-pong, on va contribuer à avoir plus d'engagement, plus d'ouverture. D'autres pensent qu'en travaillant sur les personnalités, enfin, d'ailleurs, ce n'est pas des fausses idées, hein, c'est simplement en disant que chacun a un peu une approche parcellaire du problème, on arrive par des petits bouts dans le sujet, là, sur le sujet, et on n'a pas vraiment de vision d'ensemble de comment on ferait pour agir. Si un dirigeant demain souhaitait vraiment modifier son climat et sa culture, son ambiance, comment il peut vraiment le faire? Quels sont les outils dont il dispose? Parce qu'il n'y a rien. Moi, je trouve qu'on est face à une constellation d'idées intelligentes, souvent, mais on n'a pas de vision globale qui permette d'agir. Voilà. Et ce qu'on a fait chez Altman, ce qu'on a essayé de faire depuis un certain nombre d'années, c'est d'essayer de voir comment on peut aider, s'aider nous-mêmes, puisqu'on accompagne des dirigeants d'entreprise dans cette logique-là, mais comment on fait pour aider l'entreprise à mieux percevoir où se joue ces dynamiques collectives et ce qu'on peut faire pour la remettre dans le droit chemin, la faire fonctionner. Voilà. Et donc, on en est venu à un modèle qu'on appelle la roue Altman, qui est un modèle qui est basé, je vais vous le décrire rapidement maintenant, basé sur l'idée qu'il y a un peu 4 moteurs de cette dynamique collective. Et ces 4 moteurs, ce n'est pas 4 moteurs indépendants, hein, c'est comme une fusée. Ce n'est pas parce qu'il y en a 2 qui marchent ou 3 qui marchent que votre fusée va décoller. Il faut que les 4 fonctionnent de manière symbiotique pour que ça donne des résultats et que ça fonctionne. Alors, je vais essayer de vous la décrire. Je suis désolé, c'est une partie un peu conceptuelle, hein. Aude, si tu sens que je suis trop conceptuel, tu me fous ta loge à distance. Et puis, on essaie de... Il y aura une partie très pratique après, justement, ce sera très concret. Alors voilà, je vais vous décrire les 4 moteurs rapidement, c'est juste parce que ça va permettre ensuite d'avoir une discussion plus intéressante. Donc ces 4 moteurs, je vais commencer par le premier, qui souvent d'ailleurs dans l'ordre chronologique, c'est le premier qui doit être présent si on veut que quelque chose commence à bouger, c'est la vision. Et vous verrez qu'à chaque fois que je décris un moteur, je décris aussi la question que se pose l'équipe ou l'individu qui est face à cette problématique. Donc la vision, la question que se pose l'individu en l'occurrence, qui fait qu'il rejoint une entreprise, qui fait qu'ensuite il va rester dans une entreprise, c'est pourquoi suis-je ici? À quoi ça sert que je vienne ici? À qu'est-ce qu'on fait dans cette entreprise qui me paraît utile et qui me donne un sentiment d'être utile? Le deuxième moteur, je vais le décrire rapidement, c'est la direction. Si vous avez une magnifique vision, vous êtes là pour sauver le monde, mais qu'en face de ça, la direction, c'est-à-dire comment on fait, par quoi on commence, où on sera dans 3 ans, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine, quelle est notre stratégie? Si ça, ce n'est pas consistant, le où allons-nous, si on n'a pas de réponse à cette question, eh bien, on va avoir du mal à avoir quelque chose qui fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, même si la vision au départ est très attirante, les gens vont partir. Parce qu'il faut aussi du succès, il faut que ça fonctionne pour qu'on ait envie et que ça marche, quoi, en quelque sorte, pour que le projet puisse durer. Troisième moteur, en bas à droite. Alors pourquoi en haut? En haut, c'est mélangé dans la même couleur, jaune, parce que c'est le sens, si vous voulez. Le sens, il a un peu 2 dimensions, la vision et la direction. L'organisation, là, la question qui est posée derrière ça, c'est que faisons-nous et comment?
Donc, c'est comment on organise le travail, comment on se répartit les tâches, comment on voit que ce qu'on fait, c'est bien. Enfin, voilà, c'est tout ce qui permet de se positionner par rapport à une action et de faire sortir les actions quelque part. Hein, il ne suffit pas d'avoir des beaux objectifs, une belle stratégie. Il faut être évidemment capable de la traduire en des actions et en des faits pour que ça fonctionne. Et puis, quatrième moteur, et celui-là, je trouve qu'il est souvent négligé, oublié ou pas vu par beaucoup de dirigeants, beaucoup de DRH, c'est le moteur de ce qu'on appelle de la relation. Alors le mot, attention, parce que le mot peut revêtir plusieurs choses, ce n'est pas uniquement la relation avec les collègues qui joue là, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est plutôt la relation de l'individu avec son entreprise. Comment lui, il perçoit cette relation avec la question qui pour moi paraît vraiment clé et qui souvent est présente dans la tête de à peu près tout le monde quand il avance dans l'entreprise, c'est quelle place ai-je ici? Et ça rejoint, j'entendais tout à l'heure Luc pendant sa conférence parler de 3 besoins psychologiques fondamentaux, le besoin d'inclusion, le besoin de développement personnel et le besoin d'autonomie. C'est là que ce sujet de la relation, il est là pour répondre à ça. Si l'individu ne ne se sent pas inclus dans l'entreprise dans laquelle il se trouve, même si par ailleurs la vision est extraordinaire et qu'il est très attiré par cette idée de changer le monde, si je reprends un peu cette litote-là, s'il ne se sent pas inclus dans l'entreprise, s'il ne peut pas y développer ses talents, ses compétences, s'il ne jouit pas d'une certaine autonomie qui lui permette de se dire je compte et j'ai de la valeur dans le système, eh bien, il va probablement assez vite retirer son énergie et ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite dans l'entreprise. Au contraire, on a besoin de son énergie et aujourd'hui, on est souvent un peu démunis face à cette idée de faire rentrer l'énergie dans l'entreprise. Alors, je vais continuer. Je rebondis d'ailleurs sur ce que tu dis, Thierry, c'est que souvent, on rencontre aussi parfois des organisations qui nous disent mais on a plein de fiches de poste qui sont très bien faites, où on a un workforce planning qui marche parfaitement bien. Et les gens devraient savoir où se situer. Et en réalité, c'est la relation qui est en souffrance. Et la relation, c'est autre chose que juste savoir ce qu'on va faire comme métier. Et au-delà de ça, c'est les interactions. Merci Aude. Du coup, ces 4 moteurs, il faut qu'ils fonctionnent. Vous voyez, les flèches montrent que l'idée, c'est que ces 4 moteurs fonctionnent en même temps. Je vous le disais en préambule. Je vais apporter quelques éléments supplémentaires qui nous servent à nous positionner, à essayer de comprendre ce qui joue dans une entreprise quand on a justement un problème de fonctionnement du collectif. D'abord, c'est intéressant de distinguer que la partie droite, elle est vraiment, l'idée c'est de, d'ailleurs je vais avancer un petit peu, l'idée c'est à droite, c'est vraiment on s'intéresse au résultat. On veut focaliser l'énergie pour qu'elle permette d'aller dans la bonne direction et de mener des actions de bonne qualité, avec une certaine rigueur et une certaine efficacité. Voilà. Et à gauche, on est dans le domaine des personnes. C'est pour ça que d'ailleurs, dans les questions, à droite, les questions, c'est où allons-nous, que faisons-nous, on parle du nous. À gauche, il faut comprendre que chaque individu dans l'organisation, si vous avez 1000 salariés, chacun des 1000 salariés se demande en permanence, très souvent en tout cas, pourquoi il est ici et quelle place il a au système. Et c'est ces 2 facteurs-là, ces 2 moteurs-là, ce sont ceux qui permettent de faire venir l'énergie. Et souvent, ils sont relativement négligés par l'entreprise, ces 2 facteurs-là. Quand on regarde, on verra tout à l'heure des caricatures qu'on vous montrera pour essayer d'illustrer un peu ça. Quand on regarde un certain nombre d'entreprises, on est des champions pour définir une stratégie et des objectifs. On est des champions pour processer le travail, mettre en place des règles, etc. Et on oublie complètement que s'il n'y a pas de vision, si la relation ne permet pas à l'individu d'avoir le sentiment de compter, d'avoir le sentiment d'avoir de la valeur, eh bien, l'énergie ne va pas être là. Donc, une machine merveilleusement huilée pour produire des actions intelligentes, mais qui n'obtient aucune énergie, c'est un problème, quoi. Donc voilà, c'est intéressant. Alors, c'est un peu théorique, puisque les choses sont plus complexes que ce que je vous montre, mais je pense que ça permet de un peu mieux comprendre. Nous, en tout cas, c'est une carte qui nous est assez utile pour comprendre ce qui se joue dans une organisation quand justement on n'a pas assez d'énergie ou quand on a du mal à focaliser cette énergie, on a du mal à s'organiser pour produire une action de qualité. Puis, dernière chose que j'ai envie de vous dire avant qu'on passe à un petit sondage qui va nous aider à prendre le pouls de qui vous êtes autour de nous et comment vous vivez les choses, pour ensuite qu'on utilise au mieux les exemples qu'on souhaite vous présenter. C'est cette flèche là en dessous que j'ai mis. Pour changer, on doit penser aux 4 moteurs en même temps. En fait, c'est hyper important de comprendre ça. C'est-à-dire que je trouve que beaucoup de dirigeants attaquent les problèmes les uns après les autres sans voir qu'il y a des liens énormes entre eux parce qu'on est dans un système complexe et que tout se touche. Un exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire, c'est que pour moi, il est absolument impossible de modifier l'organisation d'une entreprise sans que, mécaniquement, et sans que vous le souhaitiez forcément,
ça ait un impact sur l'image que le salarié se fera de la vision de l'entreprise, mais également de la relation qu'il a avec l'entreprise. Autrement dit, si demain vous réfléchissez dans votre comité de direction à une nouvelle organisation, sans prendre en considération les impacts que celui-ci va avoir sur les relations et la vision, vous êtes en train de faire une erreur dans le sens où vous découpez quelque chose qui n'est pas découpable et mécaniquement, vous allez générer une remise en question par le salarié ou les salariés de leur place dans l'entreprise et ça peut être un facteur de forte réduction de l'énergie qui arrive pour vous aider à mener à bien votre activité. Et du coup, pour moi, on ne peut pas toucher à un des 4 moteurs sans s'intéresser aux 3 autres et se demander comment, si j'ai envie de toucher ce truc-là, si je veux modifier les objectifs, si je veux remettre en question la vision, si je veux modifier l'organisation, comment je fais. Enfin, il faut absolument prendre en considération l'ensemble de ces moteurs et se demander comment tout ça, ça va bouger de manière harmonieuse. Et vous verrez d'ailleurs dans nos exemples tout à l'heure que dès qu'on touche à quelque chose, un des moteurs, ben on va essayer en même temps de mobiliser les autres moteurs. C'est ça la force, je trouve, de cette carte, de cette boussole qu'on vous propose, c'est de nous inviter en permanence quand on bouge quelque chose dans l'organisation, à bien prendre en considération l'ensemble de ces 4 moteurs pour qu'en permanence, ils fonctionnent du mieux possible. Voilà, Claude, peut-être tu peux du coup lancer un sondage. On va lancer un sondage qui va nous permettre de… alors, ce n'est pas celui-là, Claude, c'est l'autre sondage. Si tu peux revenir en arrière. C'est un sondage qui va nous permettre juste de vous… En fait, c'est une invitation à ce que vous profitiez de votre expérience personnelle pour voir comment justement vous-même vous vivez ce qui se passe dans votre entreprise et on va voir ce qui sort et si ça peut peut-être nous aider à cadrer un peu plus notre discussion d'aujourd'hui. Donc, on va prendre 2 minutes. Il est 10h18, donc 10h19, 10h20, on va voir les résultats qu'on va partager. Voilà, je pense que, je ne sais pas si tu vois les résultats, Claude, si tu peux les voir. Je suis un peu en avance par rapport à mon timing, mais j'ai l'impression que ça va assez vite. Alors, j'attends encore peut-être quelques secondes. Faites-nous un commentaire si vous trouvez que c'est trop court. Je vois que des personnes n'ont pas accès au questionnaire. Écoutez, je ne sais pas comment gérer ça de mon côté. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'elles ne voient pas le sondage. Les aléas du direct. Bon, il y a quand même des réponses. Depuis Marrakech, Inch'Allah, Marrakech, c'est plus compliqué pour répondre au sondage. Claude, est-ce que si tu as des réponses, peut-être tu peux envoyer ce qui sort. J'espère qu'il y a quand même quelques réponses, sinon ça va être un peu moins rigolo. Alors, j'imagine que tout le monde voit maintenant les réponses. Hein. En tout cas, moi, je les vois. Si ce n'est pas le cas, faites-nous signe. Donc, c'est assez varié hein, dans vos réponses. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ce qui est intéressant, c'est que là, on a différentes choses qui ressortent qui sont à la fois de l'ordre de la vision et de la direction. On a également quand on a la direction, par exemple, ce qui apparaît en rouge en majorité, c'est que c'est les objectifs qui mériteraient d'être plus clairs, de mieux comprendre où on va et ce qui se passe. Ouais, on a l'impression que ça joue plus sur les répondants, plus du côté droit justement de la roue. Exactement. Sur l'organisation qui manque d'efficacité au niveau de l'orga justement et du process. Et après, on voit que dans la relation, c'est assez présent partout, mais c'est pas prépondérant, c'est pas prédominant. Globalement, on a l'impression qu'il y a quand même des plutôt bonnes relations. Et ce qui manque, c'est plutôt le côté droit de la roue au niveau de la direction et de l'organisation. Ce qu'on a eu d'ailleurs à rencontrer dans pas mal d'organisations au niveau des différents moteurs à rééquilibrer justement.
Bon, bah écoutez, voilà, je ne sais pas si ces questions vous parlent, ce sont des questions qu'on pose nous aux entreprises qu'on rencontre de manière justement à essayer de cerner où ça se situe, où se situent les difficultés qui sont rencontrées dans l'entreprise. J'ai peut-être envie d'apporter juste un commentaire, c'est que souvent, malgré tout, des dirigeants nous parlent d'abord de la partie droite. Donc, je ne sais pas si c'est conforme à ce qu'on voit là dans les sondages, mais parce qu'ils constatent une forme de désorganisation, ils constatent une difficulté à se focaliser sur les objectifs. Mais attention, ça peut aussi cacher justement des problèmes relationnels qui sont plus sous-jacents, moins évidents. Dans la mesure où si les gens n'ont pas envie de faire en sorte que les choses fonctionnent et soient focalisées, eh bien, vous aurez peut-être, disons que ça peut être la partie émergée de l'iceberg. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut être la partie émergée de l'iceberg. Du coup, ce que je propose qu'on fasse maintenant, c'est qu'on va utiliser des exemples caricaturaux pour un peu illustrer ça. On va passer rapidement là-dessus parce qu'ensuite, on a envie de vous parler aussi de comment nous, on agit pour faire travailler ces 4 moteurs-là. Donc, je vais passer rapidement. Quand même, donc ça, on va passer là-dessus, c'est pas grave, vous l'aurez dans la présentation que vous aurez, à laquelle vous pouvez accéder en tant que participant. Le sondage, on l'a fait. Alors, on va vous parler on va prendre trois illustrations qui sont hyper caricaturales pour vous illustrer ces 4 moteurs et comment on peut les observer en fonctionnement. Donc, je vais vous parler d'abord d'entreprise hiérarchique classique. Hein, donc, je suis désolé pour la caricature, évidemment, mais peut-être que vous trouverez dans votre entreprise des choses qui ressemblent à ça. Alors, on a beaucoup d'entreprises, et là encore, c'est très caricatural, qui en fait ont pas vraiment de mission ou de raison d'être. Hein, c'est un débat à la mode, hein, la question de la mission et de la raison d'être. Et donc, souvent, ce sont les entreprises qui, malgré un discours qui vante autre chose, sont quand même des entreprises qui sont parfois cotées en bourse, etc., et guidées par la nécessité de sortir des résultats. Et donc, ils font de la com, et donc, du coup, la vision ne passe pas. C'est-à-dire que les gens sentent bien que c'est de la com, et il n'y a pas forcément une adhésion très forte à la vision de l'entreprise. Ensuite, ce sont par contre des entreprises, souvent, c'est pour ça que là, vous voyez, dans nos jauges, on a beaucoup de jaunes dans la direction et beaucoup de bleus dans l'organisation. Ce sont des entreprises qui vont avoir beaucoup investi souvent sur la stratégie, les objectifs, la feuille de route, et également sur l'organisation avec des choses très structurées, des strates de managers qui sont en charge de faire bouger les actions. Enfin, il y a beaucoup de contrôle en fait hein, dans l'organisation, mais souvent ces mêmes organisations, parce que justement la vision est un peu de la com entre guillemets, et parce que on porte pas du tout d'attention aux relations ou très peu. Alors parfois on les focalise sur les hauts potentiels, on cherche à repérer les gens qui vont vraiment faire la différence, et ceux-là on va chercher à les former, à faire qu'ils se sentent bien dans l'entreprise, mais souvent on va négliger dans ces modèles un peu caricaturaux, on va dire le salarié de base, qui pourtant est celui qui souvent fait le dernier kilomètre, hein, celui qui apporte le service au client, etc. Et cette négligence sur cette relation, elle fait qu'en fait ce sont des boîtes dans lesquelles on a très peu d'énergie, qui rendent donc beaucoup de process, une vraie organisation, mais pas d'énergie pour la faire fonctionner, et beaucoup de difficultés à changer quand on vient le temps de changer. Voilà, et dans les signaux faibles qu'on peut voir justement, c'est que assez souvent au niveau relationnel, les gens se sentent interchangeables. Et au niveau de la vision, très souvent, c'est des entreprises qui revendiquent une vision, alors qu'en réalité, ce qu'ils revendiquent, c'est une direction. On a des objectifs, on a des chiffres, mais ce n'est pas véritablement la vision. Les deux sont confondus. Très juste. Très juste. On va passer à un deuxième exemple caricatural qu'on connaît bien. On a des gens pour qui on travaille qui sont un peu dans cet univers-là. Donc là, c'est des entreprises, des startups qui ont levé de l'argent, qui sont en phase d'ascension très rapide, qui n'ont pas forcément une vision très développée. Alors parfois c'est le cas, parfois ça ne l'est pas. Mais parce qu'en fait, elles n'ont pas vraiment besoin. C'est-à-dire dans le sens où l'aventure est tellement excitante qu'on peut faire venir des talents et beaucoup d'énergie sans avoir besoin d'une vision totalement partagée à 100%. Souvent, on est assez bon dans ces boîtes-là pour définir des objectifs qui sont très simples, très clairs, qui consistent simplement à disrupter le marché, à faire mieux que à virer du marché un dinosaure qui est là et qu'on va battre parce qu'on va être beaucoup plus rapide, différenciant, etc. Ce sont les entreprises dans lesquelles on a souvent assez peu d'organisation parce qu'on démarre, on est peu nombreux, il n'y a pas forcément besoin, tout le monde fait un peu tout et on accepte le quick and dirty, comme dirait d'ailleurs un de nos clients qui a un peu ce profil-là. Et en fait, c'est pas grave parce que comme on a beaucoup d'énergie, en fait, l'énergie, elle vient pas de la vision, elle vient plutôt de la relation en l'occurrence. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Eh bien, on peut s'exonérer d'avoir une organisation
très optimisée, très intelligente, parce que tout le monde court partout et ensemble on y arrive. Il y a beaucoup de collectifs souvent. Et en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ce qui fait cette énergie importante qui rentre dans l'entreprise, ce n'est pas souvent la vision, ou ce n'est pas uniquement la vision, même quand elle est là, c'est que c'est génial pour l'individu en fait, de vivre cette aventure. Il a beaucoup d'autonomie, il peut faire plein de choses, pousser des idées, ça va très vite. Tout est assez agile par nature. On est peu nombreux, on est 10, 15 personnes, 20 personnes. Voilà, et ça, c'est un puissant facteur d'engagement, ce qui fait qu'on a beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais ce modèle de la start-up décomplexée, si vous voulez, en démarrage, en fait, il est instable. Et à un moment donné, si la boîte continue de croître, on va avoir une difficulté puisqu'il va falloir commencer à structurer les choses. On ne va plus être en face directement du dirigeant qu'on connaît, qu'on tutoie et qui est à côté de soi dans l'open space. On va se retrouver dans une boîte qui, par la taille, va devoir s'organiser. Et le risque, c'est qu'à travers l'organisation, quand l'organisation va monter en puissance, on risque de perdre tout ce qui fait l'énergie de départ et de voir les éléments clés de départ s'éloigner, de ne plus trouver leur compte dans cette organisation. Et du coup, si on veut que cette organisation tienne la route à long terme en suivant son scale, sa montée en puissance, il va falloir absolument qu'elle retravaille la vision et qu'elle travaille l'organisation en prenant en considération les relations et sans mettre en difficulté cette qualité de relation qu'elle a su créer depuis le départ. Voilà. Donc, c'est des boîtes dans lesquelles on a beaucoup d'énergie, une action brouillonne, mais qui finalement peut être assez efficace, mais un équilibre vraiment précaire qui va être menacé par la croissance. Et puis, troisième exemple, je vais essayer de passer pas trop de temps pour qu'on avance sur la suite, qu'on passe un peu à des exemples de solutions pour bouger justement ces moteurs. Alors là, je parle de l'entreprise sociale en accélération. Je n'ai pas trouvé de terme plus clair pour parler de ça. J'en rencontre beaucoup, moi, dans l'économie sociale et solidaire. C'est des boîtes qui sont créées autour d'une idée de changement du monde, pour le coup. Vraiment, là, il y a une dynamique de changement du monde qui est très forte, qui attire énormément de monde. On a des clients comme Saint-Pon, comme Moulineau, des boîtes en fait, où des gens lâchent des postes beaucoup mieux payés dans des grosses boîtes pour retrouver du sens. Donc, ils sont capables de faire venir une énorme énergie grâce à la vision. Souvent, la direction, ils y passent moins de temps et c'est moins clair, et l'organisation aussi, parce que ce sont des entreprises qui ont peur, en structurant, de tuer l'énergie qui est là. En fait, comme tout est centré sur l'humain, on veut changer le monde, on est des humanistes, c'est souvent la promesse qui est mise au centre du projet d'entreprise. Eh bien, on a un peu peur de cette contradiction qui, à mon avis, n'est qu'apparente entre structurer, mettre des process, mettre parfois de la hiérarchie et ce qui a fait venir les gens. Donc, cette espèce de peur de la bureaucratie crée une certaine frilosité qui empêche ces entreprises, en tout cas c'est compliqué pour elles de le faire. Elles ont besoin d'être accompagnées souvent pour mettre en place quand même les outils de la focalisation de l'action. Si on ne focalise pas l'action, toute la belle énergie qui est là au départ, elle va s'étioler, on ne va pas avoir de succès, on ne va pas réussir. Et du coup, on va faire repartir l'énergie. Voilà, donc là aussi, on est un peu comme dans les startups décomplexées. Les gens bénéficient de beaucoup d'autonomie, ce qui favorise leur sentiment d'utilité, de compétence. Ils ont une place importante dans le système. Donc ça aussi, c'est intéressant pour faire venir l'énergie. Donc on a vraiment beaucoup d'énergie, mais on va pas avoir du mal. Là, la difficulté, c'est vraiment d'arriver à mettre du drive, mettre de la focalisation sur l'action. Ce sont des entreprises qui, quand on ne fait pas l'effort justement de cadrer avec la partie droite des 4 moteurs, si on n'arrive pas à cadrer, on va se heurter à un vrai problème qu'on rencontre nous chez certains de nos clients, qui va être un problème en fait de burn-out, de turnover important. C'est-à-dire que les gens vont venir très intéressés par le projet, par cette vision et par la place qu'ils peuvent avoir avec beaucoup d'autonomie dans le système, mais ils vont, le manque d'organisation et de cadrage va finalement les éreinter. Et à force de s'éreinter, ils vont se cramer et ils peuvent, dans certains cas, partir en burn-out ou simplement considérer que finalement, entre leur propre vie et la vie d'entreprise, ils préfèrent lâcher l'entreprise et vivre mieux parce qu'ils vivent très mal cette absence de cadrage. Voilà. Moi, j'ai des clients où j'ai un client à qui je pense que je ne citerai pas, qui est une magnifique entreprise de l'ESS où des salariés me parlent de solitude. Ils ont l'impression d'être tout seuls. Alors, ils ont une énorme autonomie, le projet les enthousiasme, c'est extraordinaire, mais ils se sentent totalement abandonnés et ils finissent par lâcher parce qu'ils n'arrivent pas du tout à jouer un rôle qui, à long terme, produit quelque chose.
Alors du coup, maintenant, il est 10h31, on va passer, là-dessus, vous verrez ça, je vais pas décrire ce slide, vous l'aurez dans votre document si vous le téléchargez. C'est un peu notre boîte à outils, c'est les outils qu'on utilise pour faire bouger les différents moteurs en parallèle, parce que, encore une fois, je le disais tout à l'heure, quand on touche à un moteur, on fait en sorte de faire bouger les trois autres également en parallèle, de manière à ne pas déséquilibrer la fusée quand elle continue à se développer. Voilà, du coup, je propose peut-être à Aude, si tu veux, Aude, maintenant on va parler des solutions, donc disons de l'intervention que nous, on mène en entreprise pour faire bouger ces 4 moteurs. Peut-être ça va être utile pour illustrer un peu cette partie peut-être un peu théorique qu'on a parcourue. Aude, est-ce que tu veux nous parler, je crois on va se partager les rôles là-dessus, est-ce que tu veux nous parler de ton premier exemple? Ouais, volontiers. L'idée, c'est d'être un peu plus concret avec vous parce que ces différents moteurs, c'est du vécu et concrètement, comment est-ce que ça se vit? Typiquement, un exemple que je peux partager avec vous d'une très belle société que j'ai eu la chance d'accompagner là récemment, qui a eu besoin de travailler sur la relation et la vision. Clairement, on avait une direction qui était affichée, qui était très claire. Au niveau de l'organisation, c'était très bien pensé. Mais ils vivaient un moment clé de transformation où il y avait finalement le rapprochement de deux concurrents sur le même marché et qui faisait qu'à un moment donné, pour relancer la dynamique collective et que la direction soit alimentée par une bonne énergie, il a fallu qu'on travaille clairement sur la vision et sur la relation. Et ça s'est fait de différentes manières. En fait, on a utilisé les différentes dimensions pour la relation. L'idée, c'est qu'on a séquencé le temps à la fois sur de l'individuel, sur le travail avec les dirigeants et on a travaillé ensemble avec Thierry là-dessus justement sur les différents aspects de la communication, comment on pouvait accompagner les dirigeants pour pouvoir leur permettre de passer les messages authentiques, sincères et ouverts à leurs différentes équipes pour justement attirer toute l'énergie et refocaliser l'énergie pour pas qu'il y ait d'opposition, pour pas qu'il y ait de résistance, pour qu'il y ait une compréhension, une appropriation du changement. Donc, c'était à la fois des one-one, des dirigeants vers les différentes équipes, des dirigeants vers les managers pour renouveler la confiance et puis pour justement dire qu'ils avaient besoin d'eux comme relais de communication. Un certain nombre de réponses à des questions qui pouvaient être des questions sur la direction, justement, sur l'organisation, qui pouvaient être non comprises pour justement éviter d'en faire un sujet, accompagner de manière pédagogique et justement ensuite prendre toute l'énergie sur la relation. Et puis, on a fini ça sur 2 jours de séminaire où on a travaillé avec les dirigeants en amont sur qu'est-ce que vous voulez dire lors de ce séminaire, qu'est-ce que vous voulez en faire, qu'est-ce qu'on va construire maintenant comme nouvelle entreprise, où est-ce qu'on va aller. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a passé du temps en amont avec Thierry justement à accompagner ces différents dirigeants en disant vous aujourd'hui, vous avez envie de faire quoi et vous avez envie avec vos équipes, qu'est-ce que vous avez envie de prendre comme énergie et vous avez envie de la transformer comment et vous vous rêvez comment dans quelques années. Et on a eu la chance d'avoir beaucoup d'authenticité, beaucoup de sincérité de la part de ces 5 dirigeants qui ont des profils très différents. Et le séminaire a démarré là-dessus. L'idée, c'était de manière très authentique, les faire parler et arriver dans un niveau de relation où on était dans une véritable ouverture. Et ce qu'on leur a dit dès le départ, c'était qu'on ne voulait rien produire. On voulait que focaliser sur la relation, apprendre à se connaître, apprendre à construire une nouvelle vision. Et c'est ça qui nous a permis le lendemain, une fois que les gens se connaissaient véritablement, avaient dit ce qu'ils avaient sur le cœur, de pouvoir commencer à construire une nouvelle roadmap sur ce qui allait les attendre ensemble. Et ça a été vraiment vecteur d'une énergie extrêmement forte et très positive. Et ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, en sortant de là, aujourd'hui d'ailleurs, maintenant, toutes les équipes sont en train de construire des choses très communes au niveau opérationnel, mais ça n'est possible que justement parce qu'ils sont sortis du séminaire en disant je suis arrivée en étant très réservée sur ce qu'on allait faire et je sors de là, je suis reboostée parce que maintenant j'ai envie de travailler. Je me sens en confiance avec les gens avec lesquels je vais travailler parce que je sais que j'ai ma place. Écoute, est-ce que toi, Thierry, tu as quelque chose à nous partager justement sur… Écoute, oui, j'ai quelque chose à vous partager. Du coup, je vois le temps qui passe. Je vais peut-être
pas forcément, je ne suis pas sûr qu'on va passer tous les exemples qu'on avait en tête, Aude, je ne sais pas, on va voir. Mais moi, je voulais vous parler d'un travail qui démarre par un problème d'organisation et finalement qui aboutit à un gros travail sur la relation. C'est une entreprise de la sphère de l'économie sociale et solidaire, qui est une entreprise qui connaît un succès très important, qui est passé en quelques années de 3 personnes dans un garage à 90 salariés avec un site de production en région parisienne. Et c'est une entreprise qui, quand on a fait connaissance, était confrontée en fait alors il faut que je vous dise l'activité, sinon ça va être plus compliqué de comprendre. C'est une activité de collecte de déchets alimentaires. Donc en fait, ce sont 90 personnes, 60 chauffeurs-collecteurs, qui sont des gens qui conduisent des camions poubelles, hein, si vous voulez, enfin, spécifiques pour la collecte de déchets alimentaires, et qui vont récupérer les poubelles spécifiques et les charger, et en plus faire une tournée, ramener tout ça sur le site de production et de traitement de ces déchets qui se trouvent en région parisienne. Et donc, dans cette entreprise, le problème qui était rencontré, c'était un problème finalement, au niveau de ces chauffeurs-collecteurs, on sentait qu'il y avait des plaintes, on sentait qu'il y avait une certaine difficulté de comportement. On avait des chauffeurs qui laissaient traîner leurs papiers, leurs tasses de café dans leur camion, ce qui fait que celui qui prenait la tournée ensuite trouvait un camion qui était dégueulasse. Et puis, par ailleurs, il y avait aussi des problèmes de qualité, en fait. Des gens qui... On avait du mal à faire observer un certain nombre de consignes, de règles qui étaient réfléchies par la direction pour que les tournées soient efficaces. Et donc, a priori, c'est un problème, on ne sait pas trop, d'organisation. Qu'est-ce qui fait que les gens ne font pas comme on leur demande de faire, en quelque sorte. Vous voyez, ça touche un peu déjà aux deux côtés de la roue, là. Et donc, on leur a proposé de faire un travail qui visait à remettre au centre le chauffeur-collecteur. C'est-à-dire qu'on leur a dit, la raison pour laquelle les chauffeurs-collecteurs ne font pas ce qu'ils pourraient faire au mieux pour servir l'organisation, c'est qu'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils pensent de l'organisation, quelle place ils ont dans l'organisation. Et on vous propose de travailler pour les remettre au centre de cette organisation et faire en sorte qu'ils considèrent que leur place dans cette entreprise, elle est centrale, ils peuvent agir, ils peuvent changer des choses, et du coup, ils comptent. Et parce qu'ils comptent, ils vont avoir à cœur de faire fonctionner, d'être plus vertueux dans leur comportement et de faire fonctionner l'organisation du mieux possible au service des clients. Et donc, le travail qu'on a fait, c'est qu'on a réuni ces 60 chauffeurs. Alors, on l'a fait par petits groupes parce que c'était impossible de les réunir tous pour des questions de tournée. Il fallait que l'activité continue. Donc, on a fait 4, et je fais la 5e le 20 juillet, là, 5 interventions où on réunit les chauffeurs. Au début, c'était que les chauffeurs, puis finalement, on a intégré d'ailleurs le personnel des bureaux, donc les commerciaux, le comptable, la DRH, etc. On a mis tout le monde dans cette petite réunion du lundi matin très tôt, et on a simplement laissé le patron exprimer ce que lui ressentait de ce qui se passait dans l'entreprise et puis par ailleurs, qu'est-ce qu'il aurait désiré vraiment vivre dans cette entreprise. À partir de ce truc-là que j'appelle l'induction, on a ensuite créé un espace pendant 5 heures très lent où on cherche, comme disait tout à l'heure Aude, on ne cherche pas à produire quoi que ce soit, on cherche juste à créer un espace de dialogue extrêmement profond. On va inviter les gens à descendre en profondeur et de parler les uns avec les autres de qu'est-ce qu'ils vivent finalement dans cette entreprise. Qu'est-ce qu'ils vivent d'une part, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui est sympa, mais également qu'est-ce qu'ils souhaiteraient vivre, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on vive ensemble pour que ça se passe beaucoup mieux demain. Et ça, c'est un travail extraordinaire sur les relations. Et maintenant, je dis, quand je fais cet exercice-là, je dis aux dirigeants, vous verrez, quand on va faire ça, l'énergie dans l'entreprise va changer instantanément. Et à chaque fois maintenant, j'ai de plus en plus de certitude quand je dis ça parce que je l'ai vécu un certain nombre de fois. Effectivement, quand vous faites ce travail-là, que vous mettez les gens ensemble, que vous créez un espace de dialogue, que tout le monde est au même niveau, il n'y a pas de table, on fait ça, on se met sur des chaises en cercle, on fait des petits groupes, on met des gens en binôme, le patron, on discute avec le chauffeur-collecteur qui ensuite, voilà, on mixe tout ça et tout d'un coup, la vie revient dans l'entreprise, les gens se réécoutent, se reparlent et de se sentir écoutés, se sentir importants. Mécaniquement, ça fait revenir l'énergie. Alors évidemment, après, il y a tout un travail qu'on est en train de faire avec cette entreprise pour faire bouger dans l'organisation les systèmes qui vont permettre de faire perdurer finalement ce sentiment de je suis important et je compte et on m'écoute. Et ça, il y a un certain nombre de mécanismes, de pratiques que nous, on est capable d'apporter aux clients qu'on accompagne qui vont permettre d'engrammer ça dans l'organisation de manière à ce que derrière, cette espèce d'état de grâce dans lequel il y a de l'ouverture, il y a de l'engagement, il y a de l'énergie, on peut tout à fait le faire perdurer, mais il faut modifier souvent un certain nombre de paramètres du système d'entreprise
pour y parvenir. Voilà, je ne vais pas pouvoir décrire maintenant parce que je vois que le temps passe comment on fait ça, mais, mais ça se fait tout à fait. Et d'ailleurs, souvent, ça me permet quand même de passer un commentaire, c'est que je trouve que dans beaucoup d'entreprises, sans qu'on s'en rende compte, un certain nombre de process, un certain nombre de règles sont mises en place pour des bonnes raisons, parce qu'on veut résoudre des problèmes, on veut focaliser l'action, mais on le fait sans se rendre compte de l'impact que ces règles et ces processus ou cette organisation parfois ont sur le sentiment d'insignifiance des salariés qui subissent ces mêmes règles, ces processus. Voilà. Et dès qu'on touche à ça, dès qu'on commence à changer ça, tout devient possible. Et donc, du coup, je vois que dans les commentaires, quelqu'un dit comment faire perdurer le niveau d'énergie. Eh bien, c'est justement en modifiant les systèmes. Donc, c'est très structurant. Si le dirigeant n'est pas d'accord, on ne peut pas le faire. Hein. Le système, c'est le système de rémunération, ça peut être les entretiens. Vas-y, Aude, pardon. Oui, ça ne peut être que porté par le dirigeant de toute façon. Oui, parce que c'est ce qui permet de faire perdurer l'énergie, c'est très structurant. Ce sont les systèmes de fonctionnement de votre organisation. Vos systèmes de rémunération, vos systèmes d'entretien périodique, ça peut être l'organisation, la manière dont les décisions sont prises, ça peut être la manière dont les objectifs sont fixés, ça peut être la manière dont on questionne avec l'ensemble du personnel ou pas, la vision. Enfin, ça touche à plein de choses qui existent déjà dans vos organisations, mais qui souvent, sans que vous vous en rendiez compte, sont construites de telle manière qu'elles rappellent en permanence aux salariés combien ils ne comptent pas dans l'organisation et combien sa place est insignifiante. Et tant que vous maintenez ces systèmes-là en place, eh ben, vous créez les conditions du désengagement. Voilà. Pour moi, le désengagement de l'entreprise, ce n'est pas des individus qui n'ont pas envie de bosser, des Français qui ne veulent plus bosser, qui n'en ont rien à foutre, etc. Pas du tout. C'est souvent des systèmes d'entreprise qui sont organisés de manière à générer ça chez les salariés. Voilà, je vois qu'il est 10h42, du coup, je ne sais pas où est-ce que tu voulais continuer sur un autre exemple. On prend il n'y a pas beaucoup de questions pour l'instant, donc on peut peut-être continuer jusqu'à encore 5-10 minutes. Juste pour compléter ce que tu disais, mais ça peut se manifester avec la meilleure volonté du monde et les meilleurs outils au départ qui partent avec une excellente intention. Je pense au baromètre. Moi, je suis une fervente, je suis fervente défenseuse du baromètre. La très grande difficulté, c'est que lorsqu'on a des baromètres qui sont trop rapprochés, on a le temps contre nous plutôt que le temps avec nous, le temps d'agir. Et en fait, dans beaucoup d'entreprises, beaucoup de startups avec lesquelles je travaille, il y a la meilleure volonté du monde de faire des baromètres hyper réguliers pour prendre le pouls justement de l'entreprise. Et un des facteurs du désengagement qu'on voit assez souvent, c'est que lorsqu'on en parle avec les gens, ils nous disent mais on répond mais de toute façon ça ne change rien. Et ça, c'est quelque chose de très fort parce que finalement, c'est des petits éléments qui permettent de changer et de canaliser l'énergie, justement de faire perdurer cette énergie en changeant parfois quelques questions, en espaçant parfois les baromètres et en faisant un feedback, en disant votre avis compte, voilà ce qu'on a fait. Parce que c'est vrai que les gens s'épuisent finalement avec des baromètres ultra réguliers, ça passe par des petites choses. Merci Aude. Je vois qu'il y a une question de Laetitia qui dit et du coup, ce qui change dans les systèmes, ce sont des choses qui sont sorties des ateliers collectifs de départ. Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, souvent quand on crée un espace de discussion pour restaurer la relation, pour repartir sur une nouvelle relation, on va poser des questions qui vont faire émerger effectivement ce qui ne va pas. Donc on va tout de suite sortir assez vite avec une matière sur ce qui ne fonctionne pas ou ce qui pose problème dans l'organisation pour les gens qui sont présents dans cette session où on a parlé de la relation. Donc oui, évidemment, il faut agir directement là-dessus. Souvent, on dit qu'il y a d'abord les petits cailloux. Donc là, je repense à un client qu'on a accompagné au mois de décembre sur ce que j'appelle le pivot relationnel et culturel, c'est-à-dire ce mouvement où on propose une nouvelle relation qui ensuite permet de refaire tout de suite venir l'énergie. Évidemment, des choses sortent comme la machine à café ne fonctionne pas dans l'atelier. C'est des choses de cet ordre-là. Donc là, évidemment, ça vous donne tout de suite des pistes, vous dirigeants, pour agir et souvent à faible coût, résoudre des petits problèmes qui emmerdent tout le monde mais que personne ne traite. Donc ça, c'est un premier pas qui montre la bonne volonté et que ce n'est pas juste du pipeau quand on dit venez, on a envie de vivre autre chose ensemble. Ensuite, c'est des choses beaucoup plus structurantes qui vont toucher à la liberté des acteurs, à la manière dont on se comporte avec eux, à la manière dont le management se comporte, etc. Et là, on a des questions. Du coup, on peut commencer à traiter ces problèmes-là, mais moi, mon invitation, c'est de le faire en réunissant des groupes de travail, en impliquant au maximum les gens qui constatent les problèmes dans la solution des problèmes. Ça, c'est assez systématique dans ce que l'on fait. Et ensuite, l'idée, c'est aussi d'organiser dans le temps à nouveau ce moment particulier où on reparle ensemble. Moi, j'invite toutes les organisations à l'inscrire
dans leur fonctionnement permanent. Donc, toutes les boîtes que moi j'ai accompagnées sur ces sujets-là, sur lesquelles on a fait un pivot culturel et relationnel, je les ai invités derrière à mettre en place tous les 3 mois, même parfois tous les mois, un rituel où on se repose la question de savoir si on avance bien ensemble, si on va dans la bonne direction. Et c'est aussi l'occasion de voir d'abord ce qui avance, de constater que ça n'a pas été vain. Ce pivot au départ n'a pas été vain puisque des choses bougent dans l'organisation dans le sens d'améliorer cette relation qu'on a ensemble. Et ensuite, ça permet aussi de faire émerger faire un pas en avant à des individus qui sont volontaires. Et vous en aurez toujours dans votre organisation et de plus en plus, si vous êtes capable de faire venir l'énergie et de l'entretenir, des gens qui vont faire un pas en avant en disant bah, ça, je veux bien m'en occuper. Et on se met avec Pierre et Paul, là, et puis ensemble, on va vous proposer des solutions pour résoudre ce truc-là. Et donc, moi, je pense qu'il faut créer une espèce de dialogue permanent sur ce qui se passe dans l'organisation et ce qu'on vit, qui permettent derrière de résoudre progressivement. Rome, c'est pas fait en un jour, hein, donc il faut parfois du temps pour résoudre des problèmes, surtout lorsqu'ils sont complexes, et il y en a dans toutes les organisations, des problèmes complexes. Voilà, organiser de manière systématique dans l'entreprise ce dialogue qui permette de petit à petit faire évoluer les systèmes. Et tous les systèmes, il faut être prêt à ce que ce soit ouvert sur tous les systèmes de l'organisation, même ceux dont beaucoup considèrent que ce sont les prérogatives du dirigeant. Je vois une question de Valérie. Les questions du baromètre ne doivent-elles pas être faites par les collaborateurs? Aude, tu veux répondre à cette question? Je pense que c'est une référence au baromètre périodique dont tu parlais. Est-ce que tu veux répondre à cette question? Est-ce que tu veux qu'on... Je pense que c'est quelque chose de pertinent si c'est co-construit, ça c'est certain. Après, si c'est entièrement fait par les collaborateurs, le risque, c'est qu'il n'y a pas forcément la vision d'ensemble des problématiques de la société que l'entreprise peut rencontrer avec le pas de côté qui est nécessaire. Maintenant, je pense qu'il est effectivement indispensable de les impliquer. Et en particulier, je pense à une entreprise que j'ai accompagnée là-dessus, où son baromètre, justement, moulinait un peu dans le vide. C'était compliqué. Puis ça créait beaucoup d'insatisfaction et énormément d'exigences de la part des collaborateurs. Et en même temps, ils disaient qu'ils n'avaient pas le temps de s'en occuper. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que du coup, on a construit un groupe de 4-5 volontaires qui fonctionnaient par trimestre en review, au même moment que les reviews, et qui du coup co-construisaient ce baromètre. Et donc, ils se sentaient complètement impliqués. Et dès le premier trimestre, on a senti une vraie participation, un vrai engouement. Et là, ça fait un peu plus d'un an que ça dure et ça marche beaucoup mieux. Bon, on m'annonce qu'il va être le temps de conclure. Il est temps, ça y est déjà. Déjà, ça passe vite. Écoutez, moi je suis ravi. C'est un peu bizarre en webinaire de ne pas avoir du tout le retour. On ne voit pas vos visages, on n'entend pas le son de vos voix. Donc c'est toujours un exercice je trouve un peu bizarre de parler dans le vide. Alors, heureusement, on a quand même conversé qui est là, donc qui nous aide un petit peu. Je voulais tous vous remercier d'avoir été présents aujourd'hui. J'espère que ce moment ensemble vous aura permis de découvrir des choses et de peut-être vous interroger sur d'autres choses qui peuvent être utiles pour votre entreprise. Et puis je vais laisser le mot de la fin à Aude. Est-ce que tu veux conclure, Aude? Moi, je vous remercie parce que c'est des sujets qui sont infinis, qui sont passionnants et c'est juste la pratique qui nous permet d'avoir cette phase de recul qui fait que c'est encore plus intéressant. Voilà. Merci Thierry. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.